Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Inside News RDC ce jeudi 4 juin. À l'heure où nous ouvrons cette édition, Kinshasa retrouve le bruit de ses moteurs et le mouvement de ses marchés, après une journée d'hier que personne dans cette ville ne décrira de la même manière à son voisin. C'est précisément de cette journée que nous partons ce soir. Une pensée particulière en ouvrant pour Guy Minambo et pour François Lumengo, qui suivent cette édition. Et à vous, nos compatriotes de la diaspora, de Bruxelles à Montréal, de Paris à Johannesburg, vous qui veillez de loin sur ce pays comme on veille sur une maison dont on garde la clé. Vous êtes les gardiens de cette nation autant que ceux qui marchent ce soir sur ses avenues. Soyez les bienvenus. Nation congolaise, écoutez-nous ce soir avec une seule oreille, la vôtre. Pas celle d'un parti, pas celle d'un camp, car le fil de cette édition est exactement celui-là. Deux familles politiques se disputent votre adhésion, l'une au pouvoir, l'autre dans l'opposition, et toutes deux vous demandent de choisir leur récit. Nous n'allons vous demander de choisir aucun des deux. Nous allons vous donner les faits et vous laisser, vous seuls, juges. Hier, l'opposition appelait le pays à s'arrêter. Aujourd'hui, chacun raconte cette journée à sa façon. Pendant ce temps, loin des avenues, un texte poursuit son chemin vers le Sénat. Et au-delà de nos frontières, une rébellion brandit une menace nouvelle, pendant qu'une grande puissance fixe une date. 3 mouvements, une seule question pour vous, votre famille, votre pays. Qui décide vraiment de votre avenir? Et où se prend réellement la décision? La rue a parlé à moitié. Le texte, lui, avance en entier. Micheline ouvre ce premier dossier avec nous. Merci Nathalie et bonsoir à vous tous où que vous nous suiviez. Hier, mercredi 3 juin, la coalition Article 64, ce regroupement d'opposition qui rassemble Martin Fayulu de l'ECID, Jean-Marc Kabound de l'Alliance pour le changement, Moïse Katumbi d'Ensemble pour la République, Augustin Matata du LGD et Deli Sesanga d'Envol, avait appelé la nation à une journée ville morte. Le mot d'ordre était clair, bloquer le pays pour signifier le rejet de tout changement de la Constitution du 18 février 2006. Hier soir, dans un communiqué, la coalition saluait une forte adhésion citoyenne. En face, le camp présidentiel et plusieurs autorités appelaient au contraire la population à vaquer normalement à ses occupations. Et c'est ici qu'il faut prendre le temps que les déclarations à chaud n'ont pas pris. 24 heures plus tard, l'image se précise et elle ne donne entièrement raison à aucun des deux camps. À Kinshasa, le visage de la journée fut contrasté. Si certaines grandes artères sont restées presque désertes, sur le boulevard Triomphal, une circulation quasi inexistante jusqu'en milieu d'après-midi, plusieurs habitants ont tout de même choisi de sortir et de travailler. Dans la Tchango, des cortèges de l'armée estampillés Task Force ont été aperçus et des dispositifs policiers renforcés étaient visibles à Sainte-Thérèse et sur le boulevard Kimbuta. Une capitale ni tout à fait morte, ni tout à fait vivante. Et la République, elle, n'a pas vécu la même journée d'une ville à l'autre. Voilà le fait que ni le pouvoir ni l'opposition ne placeront au centre de leur récit. À Kikwit, à Kananga, à Matadi, à Lubumbashi, à Kindu, les activités se sont déroulées normalement. École ouverte, marché actif, circulation dense. À Beni, en revanche, dans le Nord Kivu, les commerces du quartier Matongé sont restés fermés jusqu'en milieu d'après-midi. La carte de cette ville morte n'est pas la carte d'un pays uni dans le refus. C'est la carte d'un pays partagé, où la mobilisation a mordu dans certaines zones et glissé sur d'autres. Pour comprendre pourquoi cette lecture compte, il faut se souvenir d'une constante de notre vie politique. Depuis l'époque où l'opposition d'hier était au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, l'appel à la ville morte a toujours été l'instrument de mesure de la rue. L'examen que chaque camp redoute, parce qu'il ne se truque pas. Une avenue vide ou pleine ne signe pas de communiqué. C'est pourquoi sa lecture est devenue un enjeu en soi. Et c'est pourquoi nous refusons de la trancher d'un mot. Car des 3 lectures qui s'affrontent, aucune n'est neutre.
La C64 parle d'adhésion massive et y voit le rejet du changement constitutionnel et l'attachement au texte de 2006. Un lobbyiste international, Roland Ngoye, soutient l'inverse, affirmant que la faible réponse à l'appel démontre la maturité du peuple et signe le rejet d'un mot d'ordre qu'il attribue à Paul Kagame. Et une troisième voix s'est levée, celle de la coalition Article 5, la C5, lancée par le jeune Caleb Banza depuis Lubumbashi, qui renvoie dos à dos pouvoir et opposition. Pour la C5, ni la rue ni les communiqués ne tranchent. Seul un référendum le peut, à condition expresse que les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, aujourd'hui sous occupation, puissent y participer. 3 acteurs, 3 vérités, une même journée. Mais, pendant que ces 3 voix se disputaient le sens des avenues, l'essentiel se jouait ailleurs, dans le silence d'un bâtiment. La proposition de loi sur le référendum, portée par le député Ngondankoy, déclarée recevable le 30 avril et adoptée le 27 mai sous le boycott de l'opposition, poursuit sa route vers le Sénat. Voilà ce que la bataille des récits sur la ville morte a recouvert. Le vrai pouvoir, hier, ne s'est pas joué sur le bitume. Il a avancé sur le papier, dans un texte que presque personne, dans la foule des 2 camps, n'a réellement lu. Alors le gouvernement et sa majorité ont raison sur un point qu'il faut leur reconnaître. Une journée ville morte à l'adhésion partielle ne constitue pas la preuve d'un rejet national unanime du changement constitutionnel. L'opposition n'a pas figé le pays. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Une capitale à moitié arrêtée ne signe pas non plus l'adhésion du peuple à la réforme. Les 2 camps tirent de la même journée la conclusion qui les arrange. Et la seule question qui vaille pour vous ce soir n'est pas de savoir qui des 2 a gagné la journée d'hier. Elle est de savoir ce que contient réellement ce texte qui avance, lui, sans bruit, pendant qu'on vous occupe les yeux avec la rue. La réponse n'est pas dans le décompte des avenues vides. Elle est dans ce que le Sénat fera de ce texte dans les semaines qui viennent. Je te rends l'antenne, Nathalie. Merci, Micheline. Retenons donc l'essentiel. Une ville morte au bilan partagé, que chaque camp interprète à son avantage. Et un texte référendaire qui, lui, ne s'est pas arrêté de marcher vers le Sénat. La rue a occupé le regard, le texte a occupé le terrain. Et puisque vous parlez de ce texte et de ce qu'il prépare, il se trouve que notre rédaction a publié cet après-midi même une analyse de fond sur la mécanique réelle de ce débat. Solange l'a portée et elle nous rejoint pour en extraire ce que vous devez absolument comprendre et surtout ce que ce débat est en train de réveiller bien au-delà de nos institutions. Merci Nathalie et bonsoir à toute la nation. Cet après-midi, à 16h30, nous avons mis en ligne une analyse que je vous invite à regarder et à partager parce qu'elle touche le cœur de ce que nous vivons. Elle s'intitule « La Constitution au bord des accusés et si les juges étaient aussi coupables ». Avant d'aller plus loin, je le dis simplement, le débat que nous traversons n'est pas un détail de procédure, c'est une bifurcation pour le pays et cette vidéo en donne toutes les clés. Allez la voir, partagez-la, parce qu'un peuple qui comprend le mécanisme qu'on lui applique est un peuple qu'on ne manipule plus. Et ce mécanisme, le voici dans ce qu'il a de plus vérifiable. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a établi un chiffre que chaque Congolais devrait connaître. Entre 2015 et aujourd'hui, 13 dirigeants africains ont réussi à dépasser la limite de leur mandat. 13. Et la méthode suit presque toujours l'une de 2 techniques. La première, la plus visible, c'est la révision frontale. On modifie l'article qui gêne. Le Rwanda l'a fait en 2015, ouvrant à Paul Kagame une présidence possible jusqu'en 2034. Le Congo-Brazzaville voisin l'a fait la même année, quand Denis Sassou Nguesso a fait sauter par référendum les limites d'âge et de mandat. L'Ouganda de Museveni, le Cameroun de Biya, le Tchad, Djibouti ont emprunté des chemins comparables. Mais c'est la seconde technique qui plane sur notre pays, et il faut la nommer avec précision parce qu'elle est plus subtile. On ne touche pas à l'article qui gêne, on replace toute la Constitution, et on déclare que le compteur des mandats repart à 0 puisque le texte est neuf. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara l'a fait en 2016, la Guinée d'Alpha Condé en 2020, avec le même raisonnement à chaque fois. Nouvelle constitution, donc ancien mandat effacé.
l'horloge remis à zéro, et que l'on ne croit pas le phénomène réservé à l'Afrique, car ce serait se mentir. En Russie, le référendum de 2020 a inscrit noir sur blanc la remise à zéro du compteur de Vladimir Poutine, lui ouvrant la voie jusqu'en 2036. En Chine, en 2018, le Parlement a purement et simplement supprimé la limite des 2 mandats pour Xi Jinping. La technique change, le moteur ne change jamais. Voici alors le fait que ni le pouvoir ni l'opposition n'oseront vous dire, parce qu'ils les piègent tous les deux. Imaginez que le processus aille à son terme, qu'une nouvelle constitution soit adoptée, que le compteur reparte, et qu'un jour l'opposition d'aujourd'hui accède au pouvoir. Elle héritera non pas d'un fauteuil, mais d'un précédent. L'idée qu'une constitution se change pour des raisons politiques par celui qui tient le Parlement et l'exécutif. Et elle disposera des mêmes outils pour faire à son tour ce qu'elle dénonce aujourd'hui. L'histoire africaine a déjà écrit cette page. En Guinée, Lansana Conté avait modifié le texte pour se maintenir. Et son adversaire devenu président, Alpha Condé, l'a réécrit à son tour pour son propre 3e mandat. Au Togo, le Terre Eyadema avait manipulé le texte. Le fils Faure Gnassingbé a remis le compteur à zéro. Même outil, visage opposé. La boucle ne se referme pas, elle se renouvelle et à chaque tour, le seuil de résistance s'abaisse un peu plus. Le seul perdant certain, dans tous les cas de figure, c'est la limite des mandats elle-même. Cette digue qui nous sépare des présidents à vie. Et c'est précisément ici que ce débat, que l'on croyait purement interne, vient de franchir nos murs et de toucher notre Est. Car la menace de la spirale n'est plus une hypothèse de plateau. Des sources au sein de la rébellion AFC M23 ont affirmé que le mouvement pourrait proclamer son indépendance si le président Tshisekedi engageait le processus de révision constitutionnelle. Le propos, rapporté sous anonymat, est brutal. Si Tshisekedi entame seulement le changement de constitution, disent ces sources, nous nous déclarons indépendants. Aucune réaction officielle du gouvernement n'avait été enregistrée à ce stade. Mais mesurez la bascule. Un débat sur des articles de droit est devenu, entre les mains d'une rébellion, un argument de sécession. La loi fondamentale, que l'on disait être l'affaire des juristes de Kinshasa, est désormais brandie comme une menace contre l'unité du territoire. Et comme si le calendrier tenait à tout nouer le même jour, c'est dans ce contexte que Washington est sorti du silence. Hier, devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a fixé une échéance que personne n'attendait aussi nette. Le retrait des troupes rwandaises de l'Est de la RDC devrait, selon lui, être effectif d'ici la mi-juillet. Rubio reconnaît que l'accord de paix conclu sous l'administration Trump n'est pas pleinement respecté, ce qui a déjà valu des sanctions américaines. Mais il dit observer des signes encourageants du côté de Kigali. Il y a donc posé sur la table un compte à rebours d'environ 6 semaines pour le départ de l'armée rwandaise et la question du M23 que le chef de la diplomatie américaine qualifie lui-même de défi majeur à régler. Sur le papier, l'enveloppe diplomatique est claire. Une date, une pression, une garantie américaine. Alors voici où nous en sommes. Et je vous le pose sans trancher à votre place. Le pouvoir dira que la pression américaine sur Kigali lui donne raison, que sa diplomatie porte, et il n'a pas tort de le relever. Fixer publiquement une date de retrait est un acquis réel pour Kinshasa. Mais la nation doit voir les 2 compteurs qui tournent en même temps. D'un côté, un compteur diplomatique qui promet le départ rwandais à la mi-juillet. De l'autre, un compteur constitutionnel qui, s'il s'enclenche, sert d'argument à la rébellion pour menacer l'indépendance et fragiliser ce même retrait. Les 2 horloges ne battent pas dans le même sens. La paix qu'on nous annonce par une porte risque d'être reprise par l'autre. La réponse n'est pas dans le calendrier de Washington, ni dans les communiqués de Kinshasa. Elle est dans l'ordre que le pouvoir choisira. Sécuriser d'abord le territoire ou réécrire d'abord le texte. C'est cet ordre, et lui seul, qui dira si nous marchons vers la paix ou vers la fracture. Nathalie, je te rends l'antenne. Merci Solange. Et je redis à nos auditeurs,
L'analyse complète, la Constitution au banc des accusés, est en ligne sur notre chaîne depuis cet après-midi. Regardez-la, partagez-la, car elle vous appartient autant qu'elle nous engage. Ce que Solange vient de poser, c'est que le débat constitutionnel n'est plus un dossier de palais. Il est devenu un enjeu de souveraineté territoriale. Et la souveraineté, justement, ce n'est pas seulement défendre ses frontières. C'est aussi savoir qui gouverne nos entreprises et qui bâtit nos routes. C'est de cela que nous parlons maintenant. Restons à Kinshasa, mais déplaçons le regard des avenues vers les bureaux où se décide la gestion quotidienne de la nation. Ce mercredi 3 juin, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama, a lu sur la télévision nationale une série d'ordonnances présidentielles signées la veille, nommant et reconduisant des mandataires dans plusieurs entreprises et établissements publics. Le mouvement est large et touche des organismes qui pèsent directement sur la vie économique du pays. À l'Office congolais de contrôle, Patrice Noah devient président du conseil d'administration, aux côtés du nouveau directeur général Osumba Pierre, tandis que Christelle Mwabilou est confirmée comme directrice générale adjointe, après avoir assuré l'intérim plusieurs mois. À l'Office de gestion du fret multimodal, l'OFEGREM, Amissi Makotano conserve la présidence du conseil d'administration, avec Olivier Chibola Mukuma à la direction générale. À la direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba est maintenu, secondé par Bobine Muderwa et Kabwa Kalumba Maurice. Le mouvement touche aussi des structures dédiées à l'économie réelle. L'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat, l'Agence pour la promotion des classes moyennes et la cellule climat des affaires de la présidence, qui reçoit 2 coordonnateurs adjoints, Lionel Chibangbu et Raoul Boutidi. Le gouvernement présente ces nominations comme un coup d'accélérateur donné à la réforme du climat des affaires et à la promotion des petites et moyennes entreprises. Et il faut le reconnaître, doter ces organismes de mandataires en titre plutôt que d'intérimaires prolongés est en soi une exigence de bonne administration. Mais une nation attentive ne juge pas une nomination à l'annonce, elle la juge au résultat. Car derrière chaque sigle se cache une mission qui touche votre quotidien. Le contrôle de la qualité des produits que vous achetez. La fluidité du fret qui fait monter ou baisser les prix au marché. La collecte des recettes qui financent vos écoles et vos hôpitaux. La vraie question n'est donc pas de savoir qui a été nommé hier. Elle est de savoir si dans un an, ces régies auront mieux servi le citoyen ou simplement changé de visage à leur tête. Le mérite annoncé devra se lire dans les comptes, pas seulement dans les ordonnances. Et c'est en restant sur ce terrain de la souveraineté économique, celle qui touche nos bras et nos savoir-faire, que nous abordons le chantier suivant. Le même mercredi 3 juin, à Kinshasa, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, signait 3 contrats d'un montant cumulé d'environ 187 millions de dollars pour la construction de l'axe Mbanga-Lualaba sur la route nationale numéro 2. Au programme, le bitumage de 206 km en 2 fois 2 voies et un pont de 714 mètres sur la rivière Lualaba, présenté comme le 3e plus long ouvrage jamais jeté sur le bassin du fleuve Congo. Les 3 entreprises retenues sont chinoises, China First Highway Engineering, Sino-Hydro Bureau 14 et le groupement China Jiangxi International. Le projet s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport, financé par la Banque mondiale. Et la question que beaucoup d'entre vous se posent ce soir, nous la posons aussi, sans détour. Pourquoi, encore une fois, l'étranger pour bâtir ce que des bras congolais pourraient construire? La réponse honnête est moins simple que le slogan. D'abord, parce que ce chantier est financé par la Banque mondiale et qu'un bailleur international impose son propre appel d'offres ouvert. Ensuite, parce que, dans nos propres textes, un marché de travaux de cette taille dépasse de très loin le seuil qui déclenche l'appel d'offres international. Nos entreprises ne sont pas juridiquement écartées, mais peu disposent de la surface financière, des garanties bancaires et du parc d'équipements pour soumissionner sur une autoroute et un pont de cette ampleur. Notre office des routes existe, mais il reste cantonné aux études et à l'entretien, pas à la réalisation lourde.
Face à cela, les groupes chinois figurent parmi les premiers du bâtiment et des travaux publics au monde, adossés à la puissance financière de leur banque d'État. Il faut donc être juste et le dire clairement. Ce contrat-ci n'est pas un troc minier opaque, c'est un marché encadré par un bailleur. Et le ministère affirme avoir suivi la procédure d'appel d'offres internationale de la Banque mondiale. C'est même, à plusieurs égards, le contre-modèle de ce que notre pays a connu de pire. Car la mémoire des Congolais n'a pas oublié le contrat dit du siècle de 2008, ce troc minerai contre infrastructure noué avec un groupement chinois. L'Inspection générale des finances a établi que sur les milliards mobilisés, à peine 822 millions de dollars avaient été consacrés aux infrastructures promises, et que sur plus de 7000 km de routes annoncées, quelques centaines seulement avaient été réalisées. Voilà le souvenir qui pèse, à juste titre, sur toute nouvelle signature avec des partenaires étrangers. La vraie souveraineté alors n'est pas de chasser l'ingénieur étranger par fierté. Elle est de bâtir, enfin, l'entreprise nationale, le savoir-faire et le financement qui nous permettront demain de construire nos propres routes. La question n'est pas de savoir si la RN2 sera belle quand elle sera livrée en 36 mois. Elle est de savoir combien de décennies encore nous regarderons d'autres mains bâtir nos chemins, faute d'avoir formé et armé les nôtres. Et puisque nous parlons de ce qui se joue sur le terrain, dans les provinces, c'est le moment de retrouver Amanda pour le tour de l'actualité nationale. Merci Nathalie, et bonsoir à vous tous. Commençons par le Nord Kivu, où la guerre n'a pas pris de congé pendant que Kinshasa débattait de sa constitution. À Kiseguru, près du parc national des Virunga, en chefferie de Bwito, 10 civils ont été sommairement tués par le M23 ce mardi 2 juin, selon un communiqué des forces armées de la République démocratique du Congo, qui dénonce une nouvelle violation du droit international humanitaire et signale que plusieurs habitants ont été arrêtés et transférés vers la prison de Rutshuru sous prétexte qu'ils seraient des FDLR. 10 vies, dans un silence que les communiqués de paix ne remplissent pas. Et pourtant, sur ce même terrain, un autre mouvement se dessine qui rappelle que rien n'est figé. Toujours au Nord Kivu, l'armée annonce que 204 rebelles du M23 se sont rendus au FARDC durant les mois d'avril et mai. Venus de Lubero, Rutshuru, Masisi et même de Kalehe au Sud Kivu. Selon le major Dieudonné Kasereka, ces combattants épuisés se sont présentés avec leurs armes, témoignant du calvaire enduré dans les rangs rebelles. Deux faits qui coexistent, des civils qui tombent et des combattants qui désertent, le signe d'un conflit qui se durcit et s'effrite à la fois. C'est cette équation que les voisins de la RDC observent avec inquiétude. Et l'un d'eux a choisi de parler. Le Burundi, qui préside actuellement l'Union africaine et fut témoin de l'accord de Washington, regrette que cet accord n'ait pas produit les résultats espérés sur le terrain. Lors d'une rencontre à Bujumbura le 1er juin avec le ministre congolais Floribert Anzuluni, le chef de la diplomatie burundaise, l'ambassadeur Edouard Bizimana, a appelé la communauté internationale à une implication plus forte, soulignant que, malgré le retour de certains réfugiés, plusieurs zones connaissent une recrudescence de l'insécurité qui pousse de nouveaux civils vers l'exil. Quand un pays voisin et allié reconnaît publiquement les limites d'un accord parrainé par une grande puissance, qui, dans la région, peut encore se contenter de promesses? La réponse se mesurera moins dans les sommets que dans le nombre de familles qui pourront ou non rentrer chez elles. Restons dans cette logique du sol et de ce qu'il porte, en descendant vers le sud, dans le Lualaba. Depuis le 1er juin, les travailleurs de Tenke Fungurume Mining, filiale du groupe chinois CMOC, ont déclenché une grève qui pèse sur l'un des principaux sites de cuivre et de cobalt du pays. En cause, une nouvelle convention collective qu'ils contestent, signée selon eux sans consultation de la base. Les grévistes réclament la revalorisation des salaires, le paiement intégral des heures supplémentaires, une indemnité de logement et une meilleure couverture médicale. L'enjeu dépasse le conflit social, car ce seul site a produit en 2025 plus de 509 000 tonnes de cuivre et près de 32 500 tonnes de cobalt, soit environ un tiers de notre production nationale de cobalt.
Quand une usine de cette taille s'arrête, c'est une part des recettes de la nation qui s'arrête avec elle. De la richesse du sous-sol, passons à la peur qui vide les sols cultivés. Plus au nord, dans la Chopo, à Bafouassende, 12 villages du groupement Bambodi se sont vidés de leurs habitants, fuyant le rapprochement des combattants ADF, désormais signalés à 2 heures de marche seulement, depuis le territoire voisin de Mambasa. Le député provincial Trifen Mabikignon-Bey a alerté l'Assemblée provinciale le 1er juin, décrivant des écoles fermées, des hôpitaux à l'arrêt et une population livrée à elle-même, sans réponse des autorités. Les ADF, traqués au Nord Kivu par l'opération conjointe congolo-ougandaise, chef-chasseurs des forêts calmes, et c'est la Chopo qui en paie le prix. Et tandis que le terrain se déchire, l'État, lui, recompose ses régies depuis Kinshasa. Outre les nominations économiques annoncées mercredi, le chef de l'État a doté de nouveaux dirigeants des structures comme le Fonds minier pour les générations futures, dont la présidence du conseil d'administration revient à Kalampinga. Un fonds pensé pour que la richesse extraite aujourd'hui de notre sous-sol profite encore à nos enfants. Reste à savoir si ces générations futures verront, elles, la couleur de ce qu'on extrait aujourd'hui sous leurs pieds ou seulement le nom de ceux qui en gèrent les côtes. Revenons aux institutions et à leur travail de contrôle. À l'Assemblée nationale, les députés ont consacré leur séance de mardi à l'évaluation de l'état de siège en vigueur dans l'Ituri et le Nord Kivu, sous la direction du président Aimé Bodji Sangara, en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont les vice-premiers ministres de l'Intérieur et de la Défense, Jacquemin Chabani et Guy Kabombo Mwadiamvita. Après un huis clos, l'Assemblée a accordé au gouvernement 48 heures pour préparer ses réponses, et l'évaluation se poursuivra ce vendredi. Un contrôle parlementaire qui, sur une mesure d'exception vieille de 4 ans, n'est pas une formalité, mais un devoir. De ce contrôle des armes, glissons vers une question de dignité plus discrète. Le gouvernement a indiqué que 4 ressortissants péruviens parmi les personnes expulsées des États-Unis et accueillies temporairement en RDC ont quitté Kinshasa dans la nuit du 2 au 3 juin pour regagner leur pays, portant à 6 le nombre de retours depuis le lancement de ce dispositif présenté comme exceptionnel et transitoire. Les autorités rappellent qu'il ne s'agit pas d'installation permanente, mais d'un accueil temporaire, un dossier que la nation doit suivre, car la dignité d'un pays se mesure aussi à la manière dont il traite ceux qui transitent par lui. Et la dignité, parlons-en aussi sous l'angle de la mémoire et des engagements tenus, car une voix s'est élevée. Invité du Space de Stanis Boujakera, Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, a dressé un bilan sévère des 6 ans de gouvernance de Félix Tshisekedi en matière de droits de l'homme, estimant que le pays se trouve presque dans la même situation que sous Joseph Kabila, et citant les arrestations opérées par le Conseil national de cybersécurité. Un réquisitoire qui rejoint le fil de notre soirée. Gouvernants et opposants se renvoient les responsabilités, mais c'est aux citoyens que revient le droit de juger sur pièce. Terminons enfin sur une note de fierté, parce que la nation en a besoin. Hier soir à Liège, nos léopards ont tenu en échec le Danemark 0-0 dans un match de préparation à la Coupe du Monde 2026. Le score est nul, mais la lecture, elle, ne l'est pas. Face à une équipe danoise classée 20e mondiale quand nous sommes 46e, les hommes de Sébastien Desabres ont affiché une solidité défensive rassurante et se sont créés de nombreuses occasions, notamment par Cédric Bakambu et Joris Kayembe. Le sélectionneur s'est dit satisfait, et il a raison. Une seule ombre, le geste final, ce réalisme devant le but qui a manqué à la conclusion de tant d'occasions franches. Ce fut une victoire dans le jeu et dans le contenu, une défaite seulement dans la finition. À 2 semaines de notre entrée en lice face au Portugal, la nation peut être fière, à condition que nos attaquants apprennent enfin à d'unir. Merci Amanda. Du sang versé à l'Est, aux espoirs nés sur une pelouse de Liège. Voilà le visage entier d'un pays qui souffre et qui résiste en même temps. Il est temps de refermer cette édition. Chers compatriotes,
Retenons ce que cette soirée a posé devant vous. La ville morte du 3 juin a livré une image contrastée, presque déserte sur certaines avenues de Kinshasa, normale à Kananga, Matadi ou Lubumbashi, fermée à Beni, et chaque camp s'en empare pour proclamer sa victoire pendant que la loi référendaire du député Nongandankoy poursuit, elle, sa route vers le Sénat. Et derrière ce débat que l'on croyait interne, deux compteurs tournent désormais ensemble, celui de la rébellion AFC M23 qui menace l'indépendance si l'on touche au texte, et celui de Washington qui, par la voix de Marco Rubio, fixe à la mi-juillet le retrait des troupes rwandaises. Deux horloges, un seul territoire. La pensée que nous vous laissons ce soir est née de cette édition même. Un peuple ne perd jamais sa constitution le jour où on la réécrit. Il la perd le jour où il accepte de regarder la rue pendant qu'on lui change le contrat. La vigilance n'est pas un drapeau qu'on agite, c'est une lecture qu'on refuse de déléguer. Nous le retrouverons demain pour la suite de l'évaluation de l'état de siège à l'Assemblée et pour tout ce que cette journée nous réserve encore. D'ici là, allez voir et partager notre analyse de fond mise en ligne cet après-midi et continuez d'explorer nos émissions d'analyse sur la chaîne. Que Dieu bénisse la République et que la nation veille sur elle-même. C'était Nathalie pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.